constatais qu'il y avait finalement une sorte d'énigme sociologique entre, au fond, cette espèce de consensus dans la littérature en éducation qui pointait le redoublement comme unanimement néfaste, comme pratique à la fois au plan pédagogique, au plan socio-affectif, psychologique, etc. Et en même temps, je voyais bien que les enseignants, manifestement, restaient attachés à cette pratique. Enfin, il y avait un cas en Belgique qui était la réforme du premier degré de l'enseignement secondaire qui avait supprimé le redoublement en 1994. Et quelques années après, le politique était revenu sur, au fond, cette réforme en réintroduisant le redoublement d'une manière un petit peu atténuée, mais ça avait été perçu comme une forme de réintroduction du redoublement, c'est-à-dire qu'on avait introduit des années complémentaires dans lesquelles il y avait en principe ce principe qu'on ne refaisait pas à l'identique une année, mais qu'il y avait des cours de remédiation qui s'ajoutaient. Mais en pratique, dans les établissements, la remédiation était très peu suivie et il suffisait de changer une heure dans une grille horaire pour que le dispositif soit conforme à la réforme et beaucoup d'établissements ne jouaient pas le jeu au fond. Et donc, on voyait bien que manifestement, il y avait une pierre d'achoppement et que ça ne fonctionnait pas. Donc, voilà, donc moi je suis parti de ce constat-là en me demandant, au fond, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et donc, ce que je constatais dans la littérature, c'est qu'il y avait, au fond, un étonnement de la part des chercheurs qui travaillaient sur ces questions, qui avaient tendance à mettre en avant des croyances enseignantes. Enfin, c'est-à-dire qu'ils réduisaient la résistance au changement à un problème de croyances, de représentation erronée, de représentation fausse des enseignants. C'est-à-dire, l'idée c'était qu'il suffisait de leur montrer les résultats des recherches et ils seraient convaincus. Et ensuite, voilà, tout se passerait, tout se déroulerait sans anicroche, d'une certaine manière. Donc il y avait soit cette idée que les enseignants étaient irrationnels et donc il fallait leur apporter la connaissance pour saper leurs croyances, enfin les reconfigurer, soit alors certains soulignaient le fait que c'était une question d'intérêt corporatiste et que c'était au fond un conservatisme enseignant qui s'exprimait et que au fond les enseignants étaient idéologiquement attachés à cette question du redoublement pour des raisons au fond, assez corporatistes, quoi. Donc il y avait un peu une forme de réductionnisme dans la manière d'appréhender le point de vue enseignant qui, au fond, me paraissait insatisfaisant. En tant que sociologue, j'avais envie de comprendre vraiment les enseignants et, au fond, d'aller leur donner la parole parce que, au fond, je voulais rompre avec cette vision un peu experte qui pense avoir la solution sans avoir pris la peine d'aller voir sur le terrain comment ça se passe et pourquoi, au fond, il y a des résistances, en me disant que ces résistances, elles avaient peut-être quelque chose à nous apprendre et qu'il fallait peut-être pas seulement les prendre comme des résistances, mais aussi considérer qu'il y avait une forme d'expertise profane, une expertise du terrain, qui valait la peine d'être mise en évidence et qu'au fond, les enseignants n'étaient peut-être pas les seuls responsables du fait que les politiques de lutte contre le redoublement échouaient, mais qu'au fond, les politiques elles-mêmes étaient à mettre en cause et qu'on n'avait pas finalement suffisamment compris ce qui se jouait dans cette pratique du redoublement. Donc voilà le point de départ, et donc effectivement, ça m'a conduit à mettre en évidence une série de fonctions latentes du redoublement. La fonction latente s'oppose à la fonction manifeste. Et au fond, dans la littérature, on se polarisait sur la fonction manifeste, la fonction officielle du redoublement, la plus évidente, qui est justement cette fonction pédagogique. Donc le redoublement comme un moyen d'aider et de remettre à niveau les élèves en difficulté. Et donc on oubliait qu'au-delà de cette fonction manifeste, le redoublement a toute une série de fonctions latentes qui sont moins visibles, qui sont des fonctions officieuses. Et c'est ces fonctions-là qui, du point de vue des enseignants, dotent le redoublement d'une légitimité plus pragmatique, fonctionnelle. Au fond, le redoublement, dans le contexte de la pratique, dans les classes, dans les établissements,
je me suis rendu compte que c'était pas tellement... au fond, j'avais eu cette formule de dire que le redoublement est moins un problème qu'une solution du point de vue des enseignants, du point de vue des acteurs de terrain. Parce que c'est vrai que dans l'optique des spécialistes, des chercheurs, on part du principe que le redoublement est un problème. C'est vrai que le redoublement est un problème puisqu'il est inefficace à la fois pédagogiquement, mais qu'il a aussi des effets néfastes au plan psycho-affectif, etc. Donc ça, c'est vrai, évidemment, mais du point de vue de la pratique, il est très efficace d'utiliser le redoublement parce que le redoublement n'a pas que une efficacité pédagogique. Il a aussi d'autres types d'efficacité, une efficacité plus sociale, dans la relation notamment que nous, l'enseignant, avec ses élèves dans la classe. Le redoublement, une des fonctions latentes, consiste à se servir de cette menace que peut représenter le fait de répéter son année pour faire travailler, pour mettre les élèves au travail et faire en sorte qu'ils s'investissent dans les activités d'enseignement. Donc ça, c'était une première fonction latente. Il y a d'autres fonctions latentes que j'ai mis en évidence. C'est la question de la gestion d'hétérogénéité. Quand on est dans une école, évidemment, dans les premières années de l'enseignement secondaire, on a un groupe très hétérogène. C'est là que l'hétérogénéité se concentre le plus, en début d'enseignement secondaire. Et au fond, les établissements, les enseignants utilisent le redoublement pour au fond, gérer un petit peu cette hétérogénéité et sélectionner les élèves qui vont passer dans la classe supérieure et donc composer des groupes plus ou moins homogènes pour les collègues des années supérieures. Ça, donc, c'est une autre fonction latente. Une troisième fonction latente que j'avais mentionnée, c'est le fait que le redoublement peut servir aussi de signal pour les parents, notamment les établissements qui font redoubler, le font parce qu'il y a une croyance dans le chef des parents, comme quoi le redoublement, ou en tout cas l'échec, n'est pas synonyme d'échec du système, mais plutôt un signe de qualité. Si tout le monde réussit, c'est que forcément il y a quelque chose qui ne s'est pas bien déroulé, et c'est qu'on a baissé le niveau ou été trop laxiste. Et donc, de ce point de vue-là, le redoublement manifeste un maintien des exigences professorales et du niveau d'un établissement. Et au fond, le redoublement est aussi un symbole de cette autonomie professionnelle des enseignants. C'est une quatrième fonction latente, c'est que le redoublement, c'est un petit peu ce qui symbolise l'autonomie relative des enseignants, c'est-à-dire que c'est à eux qu'il revient de décider lors des conseils de classe de fin d'année à eux et avec les chefs d'établissement, qui a la possibilité de passer dans l'année supérieure. C'est eux qui sont les mieux situés de leur point de vue, qui sont experts pour décider qui doit ou non passer dans la classe supérieure. Et au fond, quand on leur retire cet outil-là, ils ont l'impression qu'on les dépossède, au fond, qu'on les déprofessionnalise et qu'on les considère simplement comme s'ils n'avaient pas un point de vue pertinent sur la question, alors que de leur point de vue, ils s'estiment les mieux placés pour juger du niveau d'un élève, puisqu'ils l'ont vu toute l'année dans leur classe. Et donc voilà, il y avait une question aussi d'autonomie professionnelle. Et beaucoup d'enseignants regrettaient au fond le fait que la réforme, la manière dont elle était menée, consistait à dire les enseignants, vous ne savez pas ce que vous faites, vous n'avez rien compris, et donc c'est les experts qui vont vous dire comment faire, etc. Et donc ça, c'est une logique qui remettait en cause leur professionnalisme.